Mesdames, Messieurs, ce récital de piano, donné par Dinu Lepati en la salle du Parlement à l'occasion du Festival international de musique de Besançon, va prendre fin avec l'audition intégrale des 14 valses de Chopin. Il y a des moments très privilégiés dans la vie humaine. Ce fut un moment privilégié lorsque je connus mon maître. Et vous verrez pourquoi je dis mon maître. Il y a 54 ans, il donnait ici son dernier récital de sa vie terrestre. Et je suis très ému quand je revois ces magnifiques photographies où je revois ce visage concentré, doux, qui accepte de savoir que c'est la dernière fois qu'il transmet son message. Alors j'ai dit mon maître. Vous devez savoir que je suis de nationalité suisse et que j'ai passé une grande partie de ma vie dans mon pays natal, où j'ai commencé mes études musicales très sérieusement, très tôt, l'orgue et le piano. J'avais déjà eu, avant de rencontrer Lipati, un très grand professeur qui n'a pas connu beaucoup de gloire en France, mais qui était une grande interprète de Beethoven et de Brahms notamment, qui s'appelait Adrian Eschbacher. Donc j'avais déjà été en contact avec un tout grand concertiste, une très grande personnalité. Mais comme dans ma ville natale, à Bienne, il n'y avait pas beaucoup de concerts. C'est une petite ville bilingue, il n'y avait pas beaucoup de concerts symphoniques. Alors je me rendais en vélo dans les deux villes voisines, c'est-à-dire à Neuchâtel à 30 km et à Berne aussi à 30 km, ce qui faisait bien pédaler en hiver comme en automne par n'importe quel temps. Tant j'avais soif d'écouter de la grande musique avec des grands maîtres. Or, ce soir-là, devait jouer à Berne, la capitale de la Suisse, cette ville qu'il aimait beaucoup. C'est dit dans toutes ses biographies. Il y avait un public très mélomane. Devait jouer Arturo Benedetti Michelangelo avec orchestre, le concerto de Grieg. Comme j'ai étudié ce concerto, et puis Benedetti venait d'avoir son premier prix au concours international de Genève, un des premiers. Je me suis rendu donc à ce concert en me réjouissant beaucoup. Et puis voilà qu'au début du concert, on nous annonce que Arturo Benedetti a eu un accident de voiture en venant à Berne, qu'il avait une main blessée, qu'il ne pouvait pas jouer, puis que par une espèce de miracle, se trouvait à Berne ce jour-là, pour des questions de passeport, un pianiste roumain qui s'appelait Dinu Lipati, illustre inconnu.
J'ai été tellement déçu que j'ai presque hésité de repartir. Et puis, finalement, je me suis dit, tu n'as pas fait quand même tous ces kilomètres pour rien. Donc je suis resté, et heureusement, je suis resté. Ce qui m'avait aussi un peu déplu, c'est qu'il jouait du Chopin. Et puis, à cette époque-là, vous savez, on jouait Chopin sans aucun sens rythmique, avec tellement de liberté, de sentimentalité, que je sentais que ce n'était pas le vrai visage de Chopin. Donc, d'autant plus, avec du Chopin, je me disais, et un inconnu, pourquoi rester? Mais je pense qu'il y avait quelque chose dans la destinée qui m'a fait rester. Et j'ai vu cet homme entrer, très pâle, très petit, très concentré. Et alors, il jouait le concerto en mi mineur. Et alors, j'étais surpris tout d'abord de l'introduction. C'était le grand orchestre, c'était une autre orchestration. J'ai appris plus tard que c'était une orchestration de lui-même, ce qui m'a naturellement beaucoup impressionné de savoir que non seulement c'était un grand pianiste, mais c'était un grand compositeur, très jeune, mais compositeur. J'avais 16 ans, moi-même. Et alors, dès qu'il a commencé d'attaquer les grands accords, les octaves de ce concerto, j'ai eu un choc. C'était la grande musique, c'était du beau piano, c'était une synthèse rythmique, thématique, mélodique, harmonique, des différences de timbre entre les deux mains, à l'intérieur de ses mains, et une maîtrise technique infaillible. Ça a été une soirée, et ça a été mon maître depuis ce moment-là. Bon, je continuais mes études, je ne parlais plus de lui, et puis par un autre miracle, mon papa a changé de lieu de travail, sa maison a été déplacée à Genève, et donc j'ai pu continuer mes études en entrant au conservatoire de Genève. Je rentrais de l'école de recrue en Suisse, c'est-à-dire 4 mois de service militaire. Je n'avais pas beaucoup joué de piano. Et alors, il fallait passer un examen. Tout d'abord, le directeur, qui m'a accueilli très sympathiquement, quand je lui ai dit que j'avais déjà un maître, il m'a dit « Ah oui », j'ai dit « c'est Lipati ». Il m'a dit « Mais il vient d'être nommé ici au conservatoire ». Il m'a dit, mais je vous ai inscrit chez un autre professeur, très bon, il s'appelait Johnny Aubert, qui avait formé beaucoup de très bons pianistes et que je connaissais de réputation, mais je lui ai dit, c'est pas possible, mon maître c'est Lipati. Mais il m'a dit, vous savez, il va prendre que 8 élèves et puis il y a une liste de 30 ou 40 candidats. J'ai dit, ça fait rien, c'est mon maître, je veux me présenter. Bon, alors quelques jours après, j'ai pu un peu réchauffer mes réflexes en prévision de cet examen. Il écoutait chaque personne séparément. Et alors, je l'ai vu pour la première fois, de près. J'ai vu son beau regard, son amabilité, sa douceur, et puis son sérieux. Et alors, il m'a demandé de lui jouer du Bach. Alors, je jouais beaucoup de Bach. J'avais un immense répertoire Bach. Je n'étais pas un débutant, je dois vous dire que j'avais déjà donné des concerts dans la région, des récitals entiers par cœur, donc je n'étais pas un débutant. Alors j'ai joué une suite française de Bach, en entier, avec les répétitions, et je m'attendais à tout moment à ce qu'il m'interrompe, parce que vous savez ce que c'est que ces auditions en conservatoire, mais non seulement il ne m'a pas interrompu, mais il m'a dit « Vous en savez une autre ?» J'ai dit oui, j'en savais 3, alors j'en ai joué encore une deuxième avec les répétitions, puis il écoutait très attentivement. Et puis après, il me demande de jouer du Beethoven, alors j'ai choisi la sonate opus 28 en ré majeur, qui s'appelle la sonate pastorale, qui est très longue. Là aussi, je pensais qu'il m'interromprait, mais il me laissait jouer. Puis je me disais chaque fois, il me donne un peu plus de chance, peut-être. Il ne sait pas à quoi dire. Alors je jouais naturellement avec toute mon âme, avec tout mon cœur, je jouais avec beaucoup de passion, sans avoir encore beaucoup de conscience à cet âge-là, n'est-ce pas?
Et puis après, il me demande de jouer du Schubert. Alors j'ai joué 2 impromptus de Schubert. Et puis à la fin, il me dit, est-ce que vous pouvez me jouer du Chopin? J'ai dit, mais je ne peux pas jouer du Chopin. J'ai dit, mais il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que je n'aime pas. La seule fois où j'ai aimé Chopin, c'est quand vous l'avez joué à Berne. Bon, alors il n'a pas insisté. Il a réfléchi un moment et il m'a dit, vous ne savez rien, mais je vous garde. Sans écouter les autres. Alors je suis parti très heureux. Dans mon fort intérieur, ça ne m'a pas étonné puisque c'était mon maître. Depuis le premier soir, je l'ai entendu. Chacun sait le dur combat qu'a dû mener Lipatti ces dernières années pour préserver sa santé. C'est pourquoi aussi, cette question banale entre toutes que je vais poser à Lipatti, je la formule en ce moment de la part de tous les auditeurs, j'en suis certain, avec une particulière ferveur. Monsieur Lipatti, comment allez-vous? Eh bien, je suis heureux de pouvoir vous dire qu'aujourd'hui, il m'est permis de reprendre une partie de mon activité, malgré des accros de santé inévitables, comme ce fut le cas récemment au Festival de Besançon. 1 heure avant le concert, j'étais si faible qu'il m'a fallu envisager de jouer seulement la première partie de mon récital. Mais une fois sur l'estrade, je l'ai donné en entier, soutenu par une atmosphère touchante et chaleureuse. J'estime que parmi toutes les festivités musicales estivales, celle de Besançon est parmi les plus éclectiques et mérite d'être vivement encouragée par les professionnels et les mélomanes. Ah, voici le festival de Besançon. Samedi 16 septembre, la salle du Parlement, 17h, récital de piano par Dino Lipatti. Puis concert à Ravel, ça c'est très bien. Chronique du festival. Récital de piano Dino Lipatti. Surmontant avec un courage extraordinaire une grande fatigue, tenant avant tout à faire face à ses engagements, Dino Lipatti est monté samedi sur l'estrade de la Chambre des audiences solennelles, ancienne salle du Parlement de Franche-Comté, devant un public particulièrement nombreux, puisque le Parlement proprement dit et l'antichambre étaient archi-combles. Lundi 18 septembre, après Chéric, le chef Cruton se leva l'enthousiasme du public. Le pathétique récital de Dino Lipatti, c'est ça. L'émotion qui étreignait la gorge des spectateurs qui s'entassèrent samedi après-midi dans la salle du Parlement a atteint en fin de concert une intensité poignante. Dino Lipatti, jeune pianiste, dont la renommée fait chanceler celle des plus grands maîtres du clavier, était là et la noblesse de son attitude imposa à la salle un respect qui tempéra tout au long de ce concert l'ardeur d'un enthousiasme qui n'osait se manifester trop bruyamment. Pour commencer, Dino Lipatti joua la partie en si bémol majeur de Bach. La sereine beauté de la musique de Bach ne souffre pas d'excès. Sa véritable grandeur, sa dignité ont été magistralement rendues par Dino Lipatti, dont le monde entier souhaite un prompt et durable rétablissement.
Alors ça c'est la genèse donc de ce film, puisque c'est une ancienne photo à l'envers qui a permis au cinéaste de retrouver Le nom le du photographe et puis d'imaginer 54 ans plus tard qu'on pourrait se revoir Quand on pour pense rendre que hommage à Lipati. Et Il était là il y a exactement jour pour jour 50 ans, 54 ans. Il a une figure mélancolique, mais il n'est pas triste, il n'a pas l'air très du tout. concentré. Oui, il est pas Ça mal. vaudrait la peine de parler comment un homme à quelques semaines de sa mort Oui, puisse jouer d'une manière aussi parfaite. oui, oui, tout à fait. Oui. C'est la somme de conjonctions extraordinaires depuis avant sa naissance, au fond, puisqu'il avait déjà des parents musiciens. Puis une enfance heureuse et des professeurs extraordinaires. Oui, oui. Et puis dans ce moment si dramatique, vous regardez quelle sérénité. C'est une chose que je n'ai jamais remarquée. Il est transfiguré et il a une sérénité incroyable. Oui, il joue les yeux fermés, là. Oui, il a un moment d'hésitation ou de souci. Non, je pense pas. Il est préoccupé par quelque chose, par une sonorité, par un accord, non? Oh, il avait une telle maîtrise. Ça faisait partie de sa concentration. Il regarde pas ses mains, mais il regarde à l'intérieur. Il regarde les vibrations, Il regarde les vibrations, oui. si on peut dire, Oui, parce oui. qu'elles sont invisibles. Mais maintenant, c'est dans un autre sens. Là aussi, il a les yeux fermés. Oui, et C'est il peut-être quand il très jouait le conscient. Bach, Ça peut être mieux. d'après la position des mains, je sais pas. Oui, oui. C'était un jeu dans la parfaite détente, Oui, oui, oui. dans la concentration du contact du poids du bras au bout des doigts, dans les touches, pour faire sonner les harmoniques. Oui, oui. Voilà, elle est très célèbre cette photo-là. C'est la seule que j'avais connue avant, et où il a un air un petit peu transfiguré. Il n'est plus sur Terre ici. Il est quelque part ailleurs. Il regarde vers la lumière. et- Bien, c'est l'aspect spirituel que je Oui, oui. mentionnais, n'est-ce pas? Et Oui, oui. Mais ici, la musique, c'est pas frappant. seulement de la matière, hein, c'est aussi de l'esprit. Bien sûr. Et ici, c'est la photographie la plus Il est saisissante. parfaitement détendu dans les mains. Ça, c'est peut-être le moment du choral, à la fin du concert. Bon, un moment plus Mozart ici, non? Peut-être, oui. Avec les doigts plus serrés. Là, une petite contraction dans la bouche. Ou bien c'est la photo. Non, c'est la photo. Parce que d'habitude, il a un menton qui fait comme ça. Et là, on dirait que ça fait dans l'autre sens. Parce qu'il Comme est- s'il a une petite Mais c'est parce qu'il contraction regarde- dans le visage. Il regarde vers le bas, il change d'expression. On pourrait examiner la figure de ceux qui assistent et lire leur émotion sur leur figure. On ne peut pas demander que tout le monde écoute avec la même intensité au même moment. Oui, Ici, cette dame, elle pense peut-être à autre chose, mais c'est normal. Ici, par exemple, elle paraît être attentive. oui. oui. Parce qu'elle est là au premier plan, alors on la Elle remarque. est enchantée, elle sourit. C'est pour ça que moi je dis que c'est du Mozart ici. Que c'est Du Mozart. Mozart. Bon, ici, il est entouré de chapeaux. Avec la porte, la belle porte. Et on voit tout ça, la lumière de cette heure-ci. Non, c'est réussi comme photo parce qu'il faut penser aussi aux auditeurs, Oui, oui. même de dos. Ça rend l'atmosphère du moment très très bien. En tout cas, c'est très Extraordinaire. émouvant de les voir aussi grandes et C'est très émouvant. de penser à lui. De penser à lui. Et de Moi, se j'y rendre pense compte. chaque jour, vous savez, je pense vous aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Votre expression que Lipati illuminait
des vies humaines. Ah oui, oui. Ça, je ne veux pas l'oublier. Oui, Et oui. je me rappelle ça tout le temps. Mhm. Voilà. Ici, c'est un moment où Lipati, la dernière fois, illuminait des vies humaines. Et tous ceux qui ont eu la joie d'être ici. Mais il aurait dû le faire encore au mois d'octobre, Oui, puisqu'il avait promis un concert Bach avec Nadia Boulanger. oui. Et puis oui. jusqu'au dernier moment, on a vendu les places au théâtre de la Cour Saint-Pierre. Les gens ont attendu toute la nuit pour avoir des places le matin. C'était extraordinaire. Et puis à 9h, Madeleine m'a téléphoné pour me dire qu'il avait de nouveau une crise très grave. C'était le 1er octobre, je crois, ou le 2 ou 3 octobre. Oui, au début d'octobre. Et qu'il ne pourrait pas venir. Et puis alors Nadia Boulanger, de son côté, était tellement attristée qu'elle n'a pas voulu parler non plus. Alors je me suis trouvé sans artiste, avec cette salle comble. Alors j'ai couru, à ce moment-là, moi je faisais ma virtuosité dans la classe de Magaluf, qui avait succédé à à Lipati, la dernière année de mes Et études. qui est secondé par Hildebrand, peut-être. Oui, plus ou moins. Oui. Plus ou moins. Oui. Et alors, j'ai couru, il y avait le concours international de Genève, j'ai couru au conservatoire, j'ai interrompu la séance en demandant à Magaluf qu'il devait absolument venir remplacer au pied levé, ce qu'il a tout de suite accepté. Puis au moment où je pars, il a l'idée, il m'a dit « Mais il y a Arthur Grumio qui est là, dans le jury de violon. » Je le connaissais aussi, je vais aussi le trouver. Ils ont décidé de jouer ensemble en souvenir de Lipati. Oui. Et par cœur, les deux, 3 grandes sonates. Ils n'avaient jamais joué ensemble. Ils ont joué les deux par cœur, les 3 heures. C'était un moment extraordinaire. Oui, c'est lui. Mais quand j'ai dû annoncer au public que Lipati ne viendrait pas, il y a eu dans la salle, vous savez, un moment de stupeur affligée, parce que tout le monde savait bien que ce serait fini. Ah, mais c'est beau. C'est très beau. Voilà, il faut remercier le photographe Oui. de fixer des moments comme ça. Merci, monsieur Meuzy. Le festival a été pendant quelques années vraiment a eu pour symbole Dinu Lipati. Je ne peux pas mieux vous dire. Hein. Ce qui me reste avant tout, bon, la partita de Bach. La partita de Bach en premier lieu est évidemment le bis, le choral de Bach, que ma joie demeure. Alors là, c'était vraiment, c'est indicible, ça, on hésite à en parler. Et je le vois s'asseoir au piano, faire les arpèges au début, dont certaines versions d'enregistrement les ont gardées, et disons de temps en temps tendre la main à un verre qui était sur le piano, et il buvait. Alors le Chopin, c'était un Chopin tellement inhabituel à nos oreilles qui écoutions du Chopin à longueur de journée aussi. Il était dans une réserve qui même étonnait certains, n'est-ce pas? La musique avait transfiguré ce malade en un être d'une santé merveilleuse. Alors, monsieur Klesler, vous voulez nous dire où vous étiez assis, vous? Si mon souvenir est exact, j'étais sur une des marches là, qui est vers la gauche.
Alors, dans son jeu instrumental, ce qui frappait, c'était les couleurs, les timbres différents qu'il obtenait. Tout d'abord, suivant qu'il jouait une sonate de Scarlatti ou Mozart, ou s'il jouait Bach d'une manière plus opulente, ou s'il jouait les œuvres romantiques. Alors, quand il jouait du Bach, chaque voix, s'il y en avait 2 ou 3 ou 4 ou 5, avait son phrasé. Le sujet de la fugue avait toujours le même phrasé, quelles que soient les voix intermédiaires. Et puis alors, il arrivait aussi dans la même main à timbrer différents. Par exemple, s'il avait le sujet avec le 4e et le 5e doigt, les doigts les plus forts, 1, 2, 3e, pouvaient jouer plus doucement. C'est-à-dire qu'il avait réussi à dissocier par l'oreille, par la pensée, dissocier le poids différent, enfoncer les touches avec des poids différents. C'était typique quand il jouait Chopin, quand il y avait une cantilène de Chopin, par exemple, ce piano, ça chantait comme une voix humaine, et vous l'entendiez, bien qu'il ait été petit, ce n'était pas un grand comme Gieseking, ou bien un peu plus trapu comme Kempf ou comme Backhaus. C'était des grandes personnalités de l'époque, n'est-ce pas? Mais on entendait les sons chez Lipatti jusqu'au fond de la salle, tellement ça portait loin. Mais dites-moi, lorsque vous vous trouvez devant une œuvre que vous ne connaissez pas encore, avez-vous un procédé, si j'ose ce mot, un procédé traditionnel pour en pénétrer toutes les subtilités et arriver à une interprétation voisine de la perfection? À proprement parler, je n'ai pas un procédé, mais évidemment, je dois m'établir un plan afin de faciliter et d'abréger la période de travail, qui est la période en somme la plus ingrate, en même temps que la plus belle d'un côté. Je tâche d'apprendre l'œuvre sans toucher le piano autant que possible les premières semaines. Surtout pour une œuvre piano et orchestre, c'est un grand avantage car on apprend non seulement sa partie, mais tout l'ensemble. Ensuite, et seulement ensuite, je tâche de mettre les doigtés. Un bon doigté facilite le travail de 50% et permet pour des années de graver au point de vue mémoire l'œuvre plus que toute mémorisation en dehors du piano. Après le doigté, ce sont les nuances. Et là, évidemment, on doit rester dans le cadre du texte, c'est-à-dire se conformer le plus possible aux indications, aux intentions et suggestions de l'auteur. Une période d'à peu près 1 mois ou 2 me suffisent pour apprendre l'œuvre suffisamment pour la connaître, mais pas suffisamment pour la jouer en public. Et j'estime seulement ensuite qu'il faut la laisser reposer et la reprendre pour le travail définitif, le polissage, le finissage, quelques mois après. Et alors j'ai la joie quelquefois de constater que pendant ces mois de repos, l'œuvre a mûri et a travaillé d'elle-même, si j'ose dire ainsi. Ce qui était très fort chez Lipatti, ça c'est quelque chose qu'on peut dire encore, c'est qu'il était très sensible, qu'il était à la fois un architecte de grandes lignes, mais tous les détails, et puis qui jouait spontanément, qui recréait spontanément, Et alors ça, c'est très rare. Soit vous avez une interprétation, puis vous faites toujours la même, quelles que soient les circonstances, et puis vous ne créez pas pour le public. Tandis que lui, il sentait le public. Avec attention des interviews de jeunes pianistes. Je dis jeunes pianistes, des gens qui ont entre 25 et 40 ans, admettons, et qui racontent leur passé. Eh bien, on leur dit, mais comment vous est venue cette passion? On a été impressionné à l'écoute de quelques disques de grands pianistes du passé. Et ce que je vous dis, c'est des interviews que j'ai entendues au cours de cette année. Et j'ai entendu citer au moins une dizaine de fois Dino Lipatti. Et les disques de Dino Lipatti, ce ne sont pas les disques qu'on voit et qui se vendent à la pelle, si vous voulez.
sont des exemples merveilleux de conscience artistique, de conscience musicale, puis aussi des consciences humaines. L'être humain peut aller dans cette direction, vers une certaine perfection, malgré son état d'imperfection. Et alors on entre dans le domaine spirituel des génies, et je pense que Lipati était un génie. Parce que le génie, c'est non seulement beaucoup de vie dynamique, de force vitale, pas seulement beaucoup de sensibilité mélodique, pas seulement beaucoup d'intelligence polyphonique et harmonique, mais aussi beaucoup d'intuition. Et l'intuition, c'est une faculté supérieure parce qu'elle allie toutes les autres qui précèdent. Et c'est là qu'il y a le domaine de la création, de la vraie recréation, comme lui le constatait, recréer l'œuvre et naturellement respecter l'écriture du compositeur, qui respectait automatiquement, puisque lui composait lui-même, il savait bien que les indications sont sacrées, c'est la lettre si vous voulez, mais après il faut l'esprit, il faut la vie. Et lui, il savait très bien trouver l'équilibre. Eh bien, la très grande majorité de vos admirateurs a fait de vous, à côté de votre brillante renommée de virtuose, le magistral interprète du célèbre choral de Bach. C'est exactement ça. Aimez-vous spécialement l'œuvre de Bach? C'est l'œuvre qui me tient le plus à cœur. Je crois que c'est celle dans laquelle je me sens le moins impur et dans laquelle peut-être je pourrais donner le meilleur de moi-même en tant qu'artiste plus tard. Quoique ne désirant pas me spécialiser, et c'est pour cette raison que je voudrais jouer le plus d'auteurs possible, c'est quand même l'œuvre de Bach à laquelle je crois je consacrerai la plupart de mon effort artistique. Personnellement, je trouve sa partita de Bach, je sens quand même qu'il était un peu agité par rapport au moment quand il nous la jouait. Parce que j'ai travaillé avec lui. Et il ne prenait pas des tempos aussi rapides que l'allemande et que la courante. Oui. Dans le Chopin, dans le Schumann, dans la sonate en la mineur aussi. Ce final extraordinaire qui passe comme un rêve. Chaque fois que je l'entends, parce que j'ai aussi entendu en leçon où il n'y avait pas cette agitation, je trouve un petit peu en rien trop vite. Ça passe très vite et on a envie de rejouer. Et je suis sûr que s'il avait pu réécouter tout ça, tout ce qu'il a enregistré, il aurait peut-être refait un peu moins rapidement. Mais c'était aussi, je vous dis, l'agitation, elle est excusable. Il savait que ses heures et ses jours et ses forces étaient comptées. Il faut remercier la Providence d'avoir eu la chance d'être là. Oui, de se trouver là à ce dernier concert. Et de réussir les photos. Et de réussir les photos, dit monsieur. Et ben voilà, nous avons la preuve sous les yeux. Et de les avoir gardés. Oui, tout à fait. D'avoir retrouvé les clichés. Alors, je vous remercie infiniment Comment pour je prenais les photos. Justement. Bon, alors, nous étions, ça faisait déjà le 3e festival que je photographiais. Oui. Donc je connaissais très bien cette salle du Parlement et comment c'était éclairé, n'est-ce pas? Et suivant le sujet, ça pouvait être un violoncelliste, un chanteur, un pianiste, n'importe. Je faisais le tour du piano, vous voyez, d'un côté ou de l'autre. Alors, je ne prenais pas de flash. D'ailleurs, pour ne pas gêner les pianistes ou autres, les artistes. Et puis ensuite, c'était bien mieux. Je prenais des clichés rapides et je faisais ma tournée d'un côté ou de l'autre du piano, comme vous avez pu voir ce que j'ai fait. J'ai simplement pris, alors là, le flash pour la dernière photo, où alors on voit que les gens qui ont des lunettes
ont reçu le coup de flash. Oui, oui, et la photo avec les chapeaux. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. C'est ça la dernière que j'ai prise. Lipati, il a réagi, Ah non, 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 pas du tout. Non, non, non. mais je crois que lui, il était dans notre dimension. Et puis il devait avoir en plus Il une très était très au grande ciel, habitude. il était au ciel. Il était au ciel déjà. Oui. Je voulais vous demander, si vous vous rappelez, vous avez eu la grande chance d'assister à ce récital. Oui. Alors, vous pouvez peut-être nous dire un petit peu vos souvenirs. Et ce souvenir, c'était le verre d'eau sur le piano, ça avait fatigué, mais pas malade à ce point. Oui. Le verre d'eau sur le piano au cas où, et puis jouer en regardant le ciel. Oui. On n'est pas sur la terre. Oui, tout à fait. Il est quelque Il est part ailleurs. Il est ailleurs. Il est ailleurs, oui. Ça, c'est une photo. Je pense que si cette photo est plus connue, c'est qu'elle a été choisie Elle est sublime. parce je qu'elle trouve. elle est très, très, très touchante, très Non, poignante. puis elle, et- elle évoque le futur, c'est-à-dire l'irréel. Le regard est irréel oui, déjà. oui, oui, oui. Comme s'il était déjà parti Ailleurs. ailleurs. Il Ailleurs. regarde au ciel. Oui, oui, oui. Moi, c'est celle que j'aime le mieux, celle-là. Moi aussi. Ah oui, alors le monde. nous sommes d'accord. J'étais content de ça. Tout le monde est d'accord. Voilà la salle. Voilà. Vous vous rappelez? Oui. Très bien. Le docteur qui m'a raconté m'a dit que vers midi, Lipati lui a dit qu'il ne pouvait pas jouer. Dans l'après-midi, crise, fièvre, bien sûr, lassitude, tout ce que vous voulez pour faire sa tâche difficile. Alors vous vous imaginez l'effort de se préparer quand même, de monter quand même cet escalier, de bouger quand même au bras de son médecin, de paraître quand même devant le public, ici. Je le vois presque entrer par là, la porte qui est à droite, descendre difficilement les escaliers pour s'asseoir à son piano. Le public, glacé d'effroi, avait depuis très tôt envahi, pour ainsi dire, la salle. Et on lui avait dit au téléphone, mais c'est impossible que vous manquiez ce récital, parce que venez seulement pour jouer 3 notes. Venez pour qu'on vous voie. On a ouvert même les portes vers l'entrée. Alors, il a fait l'effort de venir, comme je vous ai déjà raconté. Devant son piano, en proie au doute, il reste un petit moment, et puis il improvise la tonalité du premier morceau. Il laisse errer maladroitement ses doigts sur le clavier. Ensuite, après un bon moment, la partita de Bach s'amorce chétivement. Petit à petit, la musique s'anime. Encore une improvisation, beaucoup plus sûre, pour faire le passage vers la sonate de Mozart. Et là, c'est le miracle. Lipati peut jouer. Lipati sait qu'il peut jouer. Et il est content, il est heureux à travers la douleur. Vous ne vous imaginez pas ce que ça veut dire jouer ayant le bras 2 fois plus gros, ne pouvant pas faire des grands mouvements, à chaque mouvement avoir des douleurs atroces, et quand même jouer, et quand même oublier tout ça, transcender tout ça et arriver à donner la musique. Son désir d'illuminer des vies humaines, comme disait Jacques Chapuis, était tellement fort, il était plus fort que la maladie. Et les impromptus de Schubert qui s'en suivent
sont un miracle de clarté, de musicalité. Mais hélas, dans la deuxième partie, la fatigue se fait inexorablement sentir. La lutte contre la fatigue, contre la matière, contre le destin est acharnée. Force et douceur, ombre et lumière, espoir et désespoir. Quel sacrifice pour arriver à la sérénité. Une seule danse très émouvante aussi. Il n'a pas la force de jouer la dernière valse de Chopin. Après une très longue interruption, pendant que le public attend dans une immobilité incroyable, il prend le courage de donner le choral en sol majeur de Bach, Jésus, que ma joie demeure, qui est pour lui le chant du cygne, ou bien sa dernière prière. Ne vous servez pas de la musique, servez-la, disait Dinu Lippati. Dinu Lippati servait là, la dernière fois, la musique, sa musique. Ce récital de piano, donné par Dinu Lippati, va se poursuivre maintenant avec deux impromptus de Schubert. Je me rappelle une conférence d'Ernest Ansermet. Je me rappelle, après la conférence, Lippati était là, on est allés ensemble pour féliciter. Et au moment où on allait lui parler, il y a le journaliste de la télévision suisse romande qui vient avec son micro et qui avait entendu la fin de la conférence, la péroraison, mais pas le reste. Et puis, qui demande à Ansermet, mais alors, de quoi vous avez parlé? Alors Ansermet dit, mais j'ai parlé de la musique. Ah bon, alors qu'est-ce qu'est la musique? Alors Ansermet dit, il était là, Lippati, il écoutait. Ansermet dit, mais vous me donnez combien de minutes? Il avait l'habitude de la télévision, hein. Oh, autant que vous voulez. Alors il dit, écoutez, je ne peux pas vous résumer cette conférence, puis les discussions, parce qu'il y a eu des discussions avec ses détracteurs. Il a dit, la musique, c'est l'expression pure des sentiments. Et tout d'un coup, il s'arrête, il dit, non, la musique est pur sentiment. Le journaliste écoutait la bouche ouverte, puis ça s'arrêtait là. Mais c'est beau que ça soit arrêté là. Alors après, il a questionné aussi Lippati, qui était là. Et
devant cette foi dans la musique, le journaliste demande à l'Hypatie, est-ce que vous avez la foi? Et l'Hypatie répond, si j'ai la foi, je suis la foi. Ça, c'est des paroles de grandes personnalités qui font réfléchir sur la musique et la vie. Et la synthèse qui doit exister entre ces deux. On ne peut pas avoir l'art pour l'art et puis des artistes qui ne vivent pas leur vie personnelle en lien. Hein. On ne peut pas, ni le contraire. Il faut les deux. Il faut les deux. Là, c'est deux exemples, ces deux-là. Moi, j'en ai connu d'autres encore, mais c'est quand même rare. Mais quand on est jeune, vous savez, ce sont des exemples qui forment le caractère et la personnalité, puis surtout qui nous montrent un chemin avec des buts, et pas seulement qui nous donnent des trucs pour réussir un passage.